Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être là parce que je réitère ce qui a été dit par mes prédécesseurs. C'est vraiment très très important le boulot que vous faites auprès des jeunes générations. Et je pense que c'est aussi très important qu'à un moment où effectivement nos disciplines, c'est pas qu'elles se bouleversent, hein, mais elles s'unifient d'une certaine mesure. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, les géologues, les spécialistes de la Terre solide travaillaient sur la Terre solide, les spécialistes de l'océan vu comme la colonne d'eau travaillaient sur la colonne d'eau, les biologistes travaillaient, etc. Et maintenant, on se rend compte que c'est vraiment cette notion de système Terre qui est la notion pertinente pour faire face aux défis que les changements globaux en cours causés par les activités humaines posent à la recherche scientifique. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de beaucoup de recherche scientifique et on a besoin de recherche scientifique qui soit intégrée à l'échelle de là où on cause les problèmes, c'est-à-dire à l'échelle du système Terre. Donc cette présentation, elle est forcément focalisée parce qu'elle ne va pas durer 3 heures, du moins j'espère. Elle se focalise sur les liens qui existent entre la tectonique des plaques dans les océans et ce système Terre, justement. Et j'ai choisi de l'articuler au moins au début, vous allez voir que ça ne va pas rester là-dessus, hein, mais sur 3 questions qui sont peut-être un peu des questions, des idées reçues, des choses qui peuvent amorcer une discussion sur les connaissances que les uns et les autres peuvent avoir sur ce système. Donc il y en a 3, il y en a un qui dit que est-ce que les océans ont l'âge de la Terre, hein, est-ce que les océans piègent autant de carbone que toutes les forêts terrestres, et le 3e, c'est une question qui serait plus sur la formulation, est-ce que les océans sont la dernière frontière du monde sauvage? Donc je vais commencer par la première question, et évidemment, toute personne ayant un peu de background en géologie et en tectonique des plaques sait que les océans, au sens géologique du terme, c'est-à-dire les fonds océaniques, hein, n'ont pas l'âge de la Terre, puisque la Terre a 4,5 milliards d'années, on a vu ça avec la présentation précédente, et il va y avoir pas mal de points de rencontre avec la première présentation. Donc on sait bien sûr que les fonds océaniques actuels sont jeunes, il n'y en a pas qui fassent plus de 180 millions d'années, et que la raison pour laquelle ils sont jeunes, c'est qu'ils se renouvellent sans arrêt, puisqu'ils se forment au dorsal et qu'ils replongent dans le manteau de la Terre, hein, au niveau des zones de subduction. C'est la tectonique des plaques. Et j'aurais dû lancer ce truc-là dès le début. Bon, ça, c'est une ressource à laquelle vous pouvez avoir accès, d'ailleurs, des films qui montrent la tectonique des plaques avec l'âge de la croûte océanique aux différents âges, etc. Voilà. Donc ça, c'est bien connu. Après, quand on dit les océans, en particulier si on est un océanographe, hein, et là on va rejoindre les disciplines, si on est un océanographe, on va plutôt parler de l'âge de l'eau dans les océans. Et à ce moment-là, bien sûr, si on pense à l'âge de l'eau sur la Terre, vous avez vu tout à l'heure avec la présentation sur l'eau piégée dans des zircons de l'AD1, il y a de l'eau sur la Terre depuis le tout début, peut-être même depuis vraiment le tout début. Les interprétations, il y a 2 interprétations en fait, soit il en est resté une grande partie pendant l'accrétion, soit l'essentiel est arrivé pendant les grands bombardements météoritiques entre 4,5 milliards et 3,8 milliards. Hein. En fait, probablement que c'est un petit peu des deux et que ce qui reste à éclaircir, c'est la proportion relative. En tout cas, il y a de l'eau sur la Terre depuis très très longtemps, depuis 4 milliards d'années, voire plus. Hein. Par contre, quand on regarde la durée de vie d'une particule d'eau à l'intérieur d'un océan, c'est tout à fait différent. Et c'est là que je vous montre le cycle de l'eau. Alors, il y a des flux qui sont en tout petit. Je ne sais pas si vous pourrez récupérer les diapos. Moi, j'y suis tout à fait prête, d'autant plus que j'ai mis des références, donc ça peut vous servir. Hein. Il y a des flux qui sont dans une certaine unité, on ne va pas y réfléchir, mais ce qui est important de voir, c'est que ce qui se passe de l'eau... Et vous notez aussi que dans ce cycle de l'eau, ce qui est intéressant, c'est que l'océan, qui contient plus de 90% de l'eau terrestre, est représenté uniquement par une toute petite partie, parce qu'évidemment, beaucoup des études, et ça c'est un des problèmes, une des choses que j'espère contribuer à rééquilibrer, c'est que les études sur le système Terre jusqu'à présent se focalise sur l'endroit qu'on habite le plus directement, c'est-à-dire les continents. D'accord ? Et donc, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'en fait, il y a une énorme évaporation, qui est d'ailleurs un des
mode de régulation thermique de notre planète, hein, et aussi la raison pour laquelle on a des pluies, il y a une grosse évaporation, ce qui fait qu'une particule d'eau dans l'océan, on peut calculer qu'elle y passe en moyenne environ 3000 ans seulement. Avant d'être prise par l'évaporation et retomber en pluie, soit sur les océans eux-mêmes, soit sur les continents. Par ailleurs, les particules d'eau dans l'océan, elles ne restent pas stables. Et vous savez qu'il y a des grands courants océaniques qui sont le thermostat de notre planète, hein, qui sont absolument critiques, avec des zones dans lesquelles les eaux froides plongent, et des zones en rouge dans lesquelles on a des courants de surface. Voilà. Et en fait, on sait qu'en moyenne, une particule d'eau va mettre environ 1000 ans seulement à aller d'un pôle à l'autre si elle est prise dans l'un de ces grands courants. Donc voilà les constantes de temps pour les océans. Alors d'ailleurs, qu'appelle-t-on un océan? Donc pour quelqu'un qui fait de l'océanographie, c'est la colonne d'eau dans laquelle les océanographes vont distinguer plusieurs types de frontières, chacune avec une très bonne raison qui a à voir avec les processus que les gens étudient. Donc c'est des distinctions qui sont fondées. Par exemple, la distinction la plus aisée à expliquer, c'est hémipélagique versus mésopélagique. Épipélagique, c'est l'endroit où la lumière du soleil peut pénétrer, c'est moins de 200 mètres d'eau, et par conséquent où la photosynthèse peut être active, et on va voir l'importance de ce processus après. Pour quelqu'un comme moi, qui est essentiellement terre solide, eh bien, un océan, c'est un domaine immergé dont les fonds se sont formés au dorsal océanique. Et puis, pour un géographe, ça va être par exemple un océan particulier, l'océan Arctique, l'océan Atlantique, etc. J'ai choisi ici intentionnellement une projection à laquelle on a de plus en plus recours, bien qu'elle déforme affreusement toutes les distances et tous les angles. On y a recours parce qu'elle permet de montrer la continuité de l'océan terrestre. Voilà. Et alors, je vous dis tout de suite, dans cette présentation, on va parler d'océan pour l'océan global, de la surface, de l'eau, au substratum rocheux inclus. Alors cet océan global, il représente 70,8% de la surface terrestre. On peut le calculer en faisant la somme des pourcentages dans cet histogramme en profondeur. À noter que 60% de ces 70% sont sous juridiction internationale, hors ZEE. Vous avez ici en vert les zones économiques exclusives, sous la juridiction des États. Et puis les fonds que moi j'appellerais géologiquement océaniques, donc formés au dorsal océanique, ils représentent 60%. Donc vous voyez que dans les océans, il y a environ 10% qui sont en fait des continents immergés. Alors on revient à notre question sur les océans qui ont ou n'ont pas l'âge de la Terre. Ce qui est important de voir, c'est qu'on trouve... Ce qui est vraiment important pour la suite de mon propos, c'est qu'on trouve des traces de plaques qui ont été subductées, de plaques anciennes, de plaques océaniques anciennes subductées, jusqu'à la base du manteau terrestre, c'est-à-dire jusqu'à plus de 2900 km, enfin jusqu'à environ 2900 km de profondeur. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on a une communication entre des fonds qui se sont formés sous l'océan, qui ont vécu leur vie entre les dorsales et les subductions dans ce qu'on appelle les plaines abyssales, avec toutes sortes d'interactions avec l'eau de mer par hydrothermalisme et avec la vie, et qui sont ensuite réengloutis dans le manteau de la Terre jusqu'à la base du manteau. Je vous montre ici. Alors comment est-ce qu'on sait ça? On sait ça avec des études de sismologie qui se basent sur le fait que les plaques qui sont subductées vont être froides, au moins au début, quand elles commencent à s'engouffrer. Et du coup, elles propagent les ondes sismiques avec des vitesses plus grandes. Donc on peut faire de la tomographie de vitesse sismique. Je vous montre un exemple ici avec deux jolies coupes est-ouest à travers la marge du Chili, où on voit la plaque Nazca, en bleu, donc vitesse sismique plus grande, qui s'enfonce, et ici, sur cette coupe, elle s'enfonce jusqu'à plus de 1200 km dans le manteau. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. La Terre est donc une planète dynamique, et on parle de système Terre pour cette partie qui est la partie habitable dans laquelle on a les interactions, etc. On doit étendre cette notion jusqu'à l'ensemble de la Terre, au moins l'ensemble du manteau, parce que tout communique en fait. Les anciens fonds océaniques plus froids plongent dans le manteau. Les panaches, alors comme s'il y a quelque chose qui plonge, il faut qu'il y ait quelque chose qui remonte, d'accord, hein. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des panaches de matériel plus chaud qui remontent de la base du manteau
et on peut donc dire que surface et profondeur circulent et échangent. Une image qui peut être utile auprès des élèves, c'est de s'imaginer pour les tailles relatives de l'endroit de notre biosphère, donc de notre habitat. Si je dis qu'il fait à peu près 10 km d'épaisseur, si je mets cette sphère à faire un diamètre de 10 mètres, notre habitat représente 1,5 mm. Donc c'est vraiment extrêmement peu, d'accord, mais il n'empêche qu'on est en communication au fil des âges, alors avec des constantes de temps très importantes, de plusieurs centaines de millions d'années avec l'intérieur de la Terre. Donc la Terre est vraiment un objet probablement unique, à vrai dire, et extraordinaire, parce que même le manteau a interagi avec ce qui a été créé par la vie au fil des millions d'années. D'accord ? Ici, alors évidemment, on ne peut pas très bien visualiser ce qui se passe à 2900 km de profondeur, mais on peut le modéliser. Je vous montre ici une image qui vient d'un modèle 3D de circulation d'ensemble à l'intérieur du manteau terrestre. Et c'est un modèle dans lequel on fait varier un paramètre qui est très important, qui est la viscosité du manteau. Plus c'est visqueux, moins c'est facile de le déformer. Et en fait, plus c'est chaud, moins c'est visqueux. C'est comme le miel, si vous chauffez du miel, il est moins visqueux. Et ce qui est représenté en rouge ici, c'est les zones les moins visqueuses, donc dans lesquelles les mouvements peuvent être les plus rapides. D'accord ? Et ce qui est en bleu, les plaques qui subductent, ça veut dire que c'est plus difficile à déformer. D'accord ? Et c'est en fait cette viscosité du manteau qui est l'un des moteurs de ces échanges entre le superficiel et le profond. Et donc j'y reviendrai un petit peu. Donc maintenant, je vais essayer de parler un peu de détails autour des grands cycles géologiques que sont le cycle de l'eau et le cycle du carbone. Ces grands cycles sont absolument essentiels à notre habitabilité planétaire. Et donc, je vais illustrer comment, dans ces grands cycles, la surface, donc notre habitat, les 1,5 mm, communique avec l'intérieur de la planète et quelles conséquences ça peut avoir. Donc je reviens au cycle de l'eau avec cette image qu'on a déjà vue, très focalisée sur les continents. Et maintenant, je vous montre une image. Alors, ici, je vous montre une image d'un article. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais c'est évidemment une zone de subduction dans laquelle on reconnaît en vert la plaque océanique. Cette plaque océanique, elle a été hydratée pendant son histoire depuis les dorsales. Donc, c'est ce qui est représenté ici. Là, il y a des chiffres. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres, sauf un tout petit peu à la fin. Donc ça représente l'estimation dans ce papier de la quantité d'eau qui peut être apportée par la plaque océanique quand elle commence à plonger à l'intérieur de la Terre. Et en fait, ensuite, des différents processus qui vont arriver. Et ces processus vont de la déshydratation de l'eau qui était interstitielle, qui était dans les pores du sédiment ou de la roche, jusqu'à des transformations métamorphiques où des minéraux hydratés sont déstabilisés pour relâcher de l'eau et puis former d'autres minéraux. Et c'est ce qu'on voit ici, en particulier avec un terme qui est déserpentinisation. Donc c'est la serpentine, qui est un minéral riche en eau, qui, porté à plus haute température en s'enfonçant dans le manteau, est déstabilisé et relâche de l'eau. Et c'est cette eau qui est en partie responsable, en favorisant la fusion partielle du manteau, dans le coin supérieur de la subduction, qui est en partie responsable du magmatisme d'arc, dans lequel les gaz relâchés par le volcanisme sont extrêmement riches en eau. Donc vous voyez, il y a un cycle de l'eau qui passe de la lithosphère et qui remonte et qui est sorti par le volcanisme d'arc. Et en fait, ce qui est important pour ce papier, c'est d'essayer d'estimer la quantité d'eau qui va re-rentrer dans le manteau. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que l'estimation est discutée à un ordre de grandeur près, puisqu'on ne sait pas si c'est 0,2 ou si c'est 2,4. Et ça, c'est quelque chose dont il faut être conscient, c'est que pratiquement toutes les illustrations que je vais vous montrer, et dans certains cas, ça sera explicite, dans d'autres cas, ça sera peut-être moins explicite, c'est le cas aussi de ces flux ici, sont chaque fois le résultat de la lecture de centaines de papiers
il y a des centaines d'articles qui ont travaillé sur ces questions-là et qui arrivent, un tel va donner un argument qui va être plus en faveur de 0,2, un autre va donner un argument qui va être plus en faveur de 2,4, et le boulot, c'est d'arriver à chaque article successif à apporter un argument supplémentaire et à rentrer dans la conversation, en fait. Voilà. Donc voilà où on en est, et en fait, on peut aller encore plus profond, puisque ces 0,2 ou 2,4 quantités d'eau qui sont réintroduites au niveau de la subduction, eh bien, elles vont s'enfoncer dans le manteau, dans certains cas jusqu'à la base du manteau. Dans le cas qui est représenté ici, dans un papier qui s'intéresse en fait à des petites particules d'eau, des petites particules rocheuses qui ont été récupérées dans des diamants remontés par des systèmes volcaniques qui viennent de très profond, qui sont les kimberlites, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, en étudiant ces diamants, les auteurs se sont rendus compte qu'il y avait des toutes petites inclusions du matériel dont on imagine, parce que personne n'ira jamais, qu'il constitue cette partie qu'on appelle la zone de transition du manteau, autour de 500 km de profondeur, et ils se sont aperçus que ce matériel était hydraté. Et ils proposent en fait que cette hydratation vient du fait qu'on a piégé au fil des millions d'années de la tectonique des plaques des quantités d'eau qui ont hydraté cette partie du manteau. D'accord ? Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, on voit que bien sûr, c'est important de savoir qu'il y a de l'eau dans la Terre, hein, mais ce qui est important, c'est que l'eau incorporée dans les minéraux change leurs propriétés physiques, hein, et en particulier change leur rhéologie et change leur viscosité, en fait. Et donc, si on enrichit le manteau en eau, on diminue sa viscosité et on va faciliter le grand mouvement de la surface vers la profondeur. On va faciliter la tectonique des plaques et la remontée des panaches. Donc il y a un feedback, vous voyez, entre ces processus superficiels, hein, du cycle de l'eau et la machine terrestre dans son ensemble. Voilà, je reviens. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer. L'eau dans les roches facilite aussi la tectonique dans les zones superficielles. Donc l'incorporation d'eau rend les minéraux en général, qu'ils soient en profondeur ou en surface, plus faciles à déformer. Alors ça joue dans les failles et dans les subductions. En fait, beaucoup d'auteurs pensent et ils ont sans doute raison, qu'on ne peut pas avoir de subduction si on n'a pas une hydratation des roches, parce que c'est ça qui permet de rendre les roches plus faciles à déformer pour arriver à enfoncer ces plaques jusqu'à des centaines de kilomètres. Il facilite la fusion partielle des roches, on l'a vu avec la fusion au coin des subductions, qui produit le volcanisme, et puis il réduit la viscosité du manteau. Et ça a amené certains auteurs, j'en cite un, à proposer que l'incorporation progressive d'eau dans le manteau via les plaques subductées pourrait en fait contribuer à accélérer la tectonique des plaques au fil du temps. Voilà, alors c'est très important parce que maintenant, ce dont je vais parler, c'est en quoi la tectonique des plaques est importante pour la vie. Donc la tectonique des plaques est absolument essentielle pour la vie sur nos continents, puisque c'est elle qui crée les reliefs, hein, et c'est grâce aux reliefs entre autres, hein, mais c'est grâce au relief qu'on a ce cycle de l'eau continentale avec l'eau qui s'évapore essentiellement dans les océans et qui retombe en pluie sur les reliefs montagneux, voire épisodes cévenols, etc. Donc ça contribue à rendre la biosphère vivable. Par ailleurs, une chose très importante à des échelles de temps peut-être plus grandes, à vrai dire, non, pas vraiment. Une chose très importante dans la tectonique des plaques. Hein. Alors, on a parlé de l'origine de la vie tout à l'heure dans la première présentation. Et effectivement, il y a un problème, il y a une question de comment est-ce que la vie apparaît, comment est-ce qu'on passe de la matière inerte à une matière vivante. Hein. Mais après, il y a une question absolument fondamentale et qui rend notre planète extraordinaire. Hein. C'est comment est-ce que cette vie élémentaire, unicellulaire, hein, se transforme en la complexité du vivant actuel.
et en particulier en certains vivants qui disposent d'un intellect assez développé, comme beaucoup d'animaux, dont nous. Et en fait, on sait maintenant, enfin ça converge, sur l'idée que la tectonique des plaques, qui crée sans cesse de nouveaux habitats, qui isole ou qui réunit des espèces, joue un rôle fondamental, non pas dans l'apparition de la vie, mais dans la diversification des espèces. Alors ici, je vous ai arrêté la reconstruction des mouvements des plaques à un moment bien particulier, 50 millions d'années, au moment où l'Inde n'était pas encore rentrée en collision avec ce qui va devenir l'Himalaya. Donc vous voyez, l'Inde, il y a un tout petit peu d'océan entre elle et le continent eurasiatique, avec une subduction. Et vous imaginez que les faunes présentes sur l'Inde et présentes en Eurasie à cette époque-là sont séparées. Elles ont évolué différemment. Quelques millions d'années plus tard, une chaîne de montagnes colossales commence à se former et ces espèces peuvent être réunies. Et ça, c'est une source de diversification d'espèces. Je vous montre juste un article que j'ai trouvé. Alors c'est assez ardu à suivre parce que c'est pas vraiment ma spécialité, mais en gros ce que représente cet article, qui est un article de biologie évolutive, c'est un modèle très simple avec des petits carreaux, et chaque carreau représente un habitat, et les habitats commencent, et puis ensuite ils changent de nature. Alors ça ne se voit pas dans la couleur, hein, mais par exemple c'est des montagnes ou quelque chose. Donc il y a une diversification d'espèces, et puis un pont se crée entre des espaces qui étaient séparés, et vous voyez la couleur devient plus jaune, hein, et en fait ça représente le potentiel de spéciation dans ces environnements-là. Et on continue plusieurs étapes de changement d'habitat, séparation, réunir des espèces qui ont évolué, qui se sont adaptées à des environnements divers, les réunir, etc. Et on arrive à un système où on diversifie les espèces. Le modèle est reproduit sur 3 étapes clés. On retrouve les 48 millions d'années là. 3 étapes clés de l'histoire de la biodiversité terrestre, et ensuite dans l'article, il confronte à des observations réelles sur les hotspots de biodiversité, la localisation des hotspots de biodiversité. Voilà. Donc maintenant, on va s'interroger sur une autre chose qui a été un petit peu abordée dans la première communication, qui est la tectonique des plaques n'a pas toujours existé, mais quand est-ce qu'elle a commencé ? Donc, pour simplifier, donc la Terre était très chaude au début, trop chaude pour que les roches de surface puissent être suffisamment froides pour être suffisamment rigides pour former des plaques. D'accord ? Donc, on s'accorde pour dire qu'au début des âges de la Terre, il y avait une seule plaque qui ne bougeait pas beaucoup, et on appelle ça en anglais stagnant lead tectonics. Et puis, il y a une période de transition qui peut avoir une certaine durée. Et puis, il y a la vraie tectonique des plaques qu'on connaît actuellement et dont on est sûr depuis au moins 600, 700 millions d'années, de l'ordre de 500 millions d'années. Entre les deux, il y a une période de transition, et ce qui est extraordinaire, hein, c'est que les auteurs, hein, même les auteurs récents, ne s'accordent pas du tout sur l'âge et la durée de cette période de transition. Et je ne pense pas que ça soit un tellement gros problème. Je pense que c'est juste enfin, voilà, j'ai une autre slide. C'est une slide dans un article récent aussi de revue qui est relativement accessible, qui montre l'histoire de la Terre. Donc vous avez depuis 4,5 milliards, hein, puis jusqu'à l'actuel. Et en fait, quand on part de l'actuel et qu'on va, je vous le disais, jusqu'à environ 500-600 millions d'années, c'est absolument clair qu'on a une tectonique des plaques très active qui ressemble à celle d'aujourd'hui. On retrouve des étapes pendant lesquelles on avait des supercontinents qui étaient tous rassemblés. Voilà, on retrouve des roches à ultra haute pression qui ne peuvent se former et surtout qui ne peuvent remonter à la surface de la Terre, de ce qu'on connaît, que dans des subductions. Donc des schistes bleus ou des éclogites. Et puis ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est que les informations diminuent de plus en plus. Et elles diminuent avec aussi la surface des roches disponibles pour témoigner de ce qui se passait. D'accord ? Et du coup, ce qui est extraordinaire, c'est que
en noir, les auteurs ont replacé les âges auxquels différents auteurs, donc vous voyez, il y a une bonne quinzaine de publications, ont proposé que commençait la tectonique des plaques. Donc vous voyez qu'il y a des auteurs qui... Et c'est récent, ce n'est pas des choses très très anciennes. Hein. Donc il y a des auteurs qui pensent que ça a commencé dès le début, on l'a vu tout à l'heure, et c'est probablement parce qu'ils voient des... Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont focalisés sur la formation de la lithosphère continentale et qui considèrent que si on forme de la lithosphère continentale, on a dû avoir du volcanisme d'arc, etc. Voilà. Et puis à l'autre bout, à l'extrême autre bout, il y a des gens un peu iconoclastes qui pensent qu'en fait, elle a commencé, la vraie telle qu'on la connaît, elle n'a commencé que très récemment. Et moi, je vous propose quelque chose d'un peu unificateur qui serait d'imaginer qu'en fait, notre tectonique des plaques telle qu'on la connaît, on a maintenant des raisons de penser qu'elle est vraiment favorisée par le fait qu'elle a été active. D'accord ? Peut-être qu'elle ne s'accélère pas, mais elle est favorisée par le fait qu'on a recyclé de l'eau dans le manteau. Et donc, il est probable en fait, il y a des indices de tectonique des plaques. Ici, par exemple, vous avez des éclogites très anciennes. Depuis au moins, disons, 2 milliards d'années, il y a des indices qu'il y a des subductions. Mais est-ce que ces subductions étaient aussi actives et aussi efficaces qu'aujourd'hui? Probablement pas. D'accord ? Et donc, voilà l'état de la discussion. Et on peut mettre ça en relation avec cette histoire de la vie qui est représentée non plus comme un cercle, mais comme une coquille d'escargot, avec une très très grande importance donnée justement à ces 500 et quelques derniers millions d'années qui correspondent aux âges dans lesquels on est sûr qu'on a une tectonique des plaques très efficace, mais qui correspondent aussi à ce qu'on appelle l'explosion, à la période post-explosion du Phanérozoïque, du Cambrien. Alors cette explosion de la vie visible, phanérozoïque, on dit aussi paléozoïque, mais phanérozoïque c'est assez parlant parce qu'en fait il faut garder à l'esprit que c'est une explosion de fossiles qui sont visibles en fossiles et qui, parce qu'ils avaient développé des carapaces, des choses dures, des éléments de relief durs qui se fossilisaient. Un peu avant, jusqu'à 800-900 millions d'années, on a des traces claires d'animaux sans coquilles et sans rien de dur, mais qui étaient quand même des animaux, c'est-à-dire des pluricellulaires. Et puis, un truc qu'il faut noter aussi, c'est aux environs de 2,7 milliards d'années, on a l'apparition de bactéries qui sont capables de faire de la photosynthèse et de fabriquer de l'oxygène, et donc on oxygène notre planète. Occasion de faire remarquer, encore une fois, que si tout le monde se focalise et met beaucoup d'émotions sur la question de l'origine de la vie, je pense que c'est pas mal de décentrer un peu le regard en regardant cette coquille d'escargot et en se focalisant sur l'origine de l'explosion de la vie. D'accord ? Parce que ce qui fait notre vie, la vie sur cette planète, notre biosphère tellement excitante, hein, c'est qu'elle est tellement diverse et qu'elle contient tellement de possibilités d'adaptation à tellement d'environnements divers. D'accord ? Donc cette concomitance, en fait, a amené, et cette idée que la tectonique des plaques est un moteur de l'explosion des espèces, amène certains auteurs récents, extrêmement récents en fait, quasiment il y a 2 mois, à proposer dans Nature que en fait, la vraie transition vers la tectonique des plaques très active telle qu'on la connaît, eh ben, en fait, ça correspond au Phanérozoïque. Voilà. Encore une fois, ça ne veut pas du tout dire alors, je ne serais pas tout à fait d'accord avec eux pour dire qu'on était encore dans le single lead tectonique ou mésoprotérozoïque. Je serais plus proche à accepter l'idée que peut-être on a une vraie tectonique des plaques très active dans les derniers, disons, le dernier milliard d'années, et qu'avant, en fait, elle s'est mise en place d'une manière plus hésitante, tout en existant, et que le stagnant lead tectonique, probablement, n'existait plus depuis assez longtemps. Voilà. Donc la deuxième partie, la deuxième question un peu idée reçue que j'ai prise comme guide pour l'exposer, je regarde, c'est les océans piègent-ils autant de carbone que toutes les forêts du globe?
Donc ça, c'est une question intéressante. Et la réponse est oui. Alors, les océans capturent en fait plus de carbone que toutes les forêts du globe, puisqu'ils capturent actuellement environ 23% des émissions humaines de CO2. Ce diagramme vient du GIEC, hein, presque autant que toute la biomasse terrestre. Alors, je ne vais pas rentrer, ce diagramme est très compliqué. Encore une fois, le job du GIEC, c'est justement de se mettre en amont des milliers de publications qui paraissent sur une question particulière, et ensuite d'essayer de les digérer pour les reproduire en diagrammes qui soient éventuellement intelligibles par le commun des mortels. Mais j'ai mis en rose et en plus gros les chiffres qui sont vraiment utilisés dans ce calcul de 23%. Ici, vous avez le total. Alors en fait, ce qui est en jaune, c'est ce qui est imaginé des flux entrants et sortants en 1750 à une période pré-industrielle. Et ce qui est en rouge, c'est ce qui correspond aux émissions supplémentaires depuis 1750, moyennées, avec des estimations qui sont moyennées sur 2010-2019. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que si on fait le total de tout ça, on a 3,4 plus ou moins 0,9 pour l'ensemble des flux de carbone entrant, donc du puits de carbone continental, et puis 2,5 plus ou moins 0,6 pour l'ensemble du puits de carbone océanique. Donc vous voyez que c'est presque équivalent, et 2,5 comparé aux 11 plus ou moins 1,2 estimés pour les émissions humaines, dont entre parenthèses, c'est utile de voir que l'essentiel vient de la combustion des fossiles, des fluides, des hydrocarbures. Eh bien, si on fait le rapport entre 2,5 et 11, on obtient 23%. Voilà. Alors, maintenant, comment est-ce que ce carbone est piégé dans l'océan? Alors, premièrement, dans la colonne d'eau, il y a deux types de... Je vous renvoie aux documents, aux fiches d'information de la plateforme Océan Climat dont je me suis inspirée pour les illustrations. Donc, il y a deux types de pompes. Il y a une pompe physico-chimique, hein. Dans les deux cas, les eaux superficielles s'enrichissent en carbone par un échange avec l'atmosphère. Et ensuite, il y a soit une pompe biologique dans laquelle ces micro-organismes planctoniques qui font de la photosynthèse fabriquent de la matière organique, qui nourrissent des organismes qui eux-mêmes peuvent tomber en pluie ou bien servir à nourrir d'autres organismes plus bas dans la colonne d'eau. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît très très mal. Je vais revenir là-dessus. Donc ça, c'est la pompe biologique. Et puis une pompe physico-chimique qui est simplement que le carbone atmosphérique est absorbé dans les zones de downwelling, donc dans les zones où les eaux froides s'engouffrent, eh bien en fait est piégé pendant au moins 1000 ans à l'intérieur des courants profonds océaniques. Voilà. Et puis, bien sûr, à des échelles de temps bien plus grandes. Alors, il y a des échelles de temps à 10 ans que j'ai mises ici parce qu'en fait, il y a aussi il peut y avoir des crises volcaniques intenses qui vont relâcher beaucoup de CO2. Mais les 100 millions d'années, en fait, c'est le temps de circulation dans le manteau, hein, supérieur à 100 millions d'années. On a dans les roches, on va avoir de la sédimentation de particules carbonées et d'organismes dans les sédiments au fond de la mer. On va aussi avoir, et ça je vais en parler un peu, de la précipitation de minéraux carbonés sur les fonds ou à l'intérieur des roches. On a, et ça je ne vais pas en parler, de la chimiosynthèse, hein, c'est-à-dire de la vie soutenue par des réactions chimiques à l'intérieur des roches elles-mêmes. C'est quelque chose qui est connu depuis maintenant une grosse dizaine d'années, pas extrêmement bien connu, mais on sait qu'il y a des bactéries partout. En gros, partout où il fait moins de 100 degrés, où on a de l'eau, eh bien, il y a de la vie bactérienne, des microbes. Donc ça aussi, ça va piéger du carbone. Et puis les zones de sortie, c'est évidemment le volcanisme et l'hydrothermalisme. Et puis les subductions, on a vu que ça sert à faire rentrer, mais il y a aussi du carbone, bien sûr, qui ressort avec le volcanisme au-dessus des subductions, comme avec l'eau, en fait. C'est un volatile qui se comporte comme l'eau. Voilà. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai mis en face les deux mécanismes, hein, la colonne d'eau et la roche. Et je vais vous montrer, parce qu'un des grands enjeux, c'est qu'en fait, les interactions et les feedbacks entre ces deux systèmes sont encore peu connus, et c'est là-dessus
qu'il est important de focaliser pas mal de recherches, et en particulier les interactions et les feedbacks sont peu explorés. Je vais vous montrer un premier exemple qui va être un feedback entre l'hydrothermalisme et la pompe biologique du carbone. Et puis ensuite, je vais vous montrer un exemple qui est un feedback possible, envisageable, entre la pompe physico-chimique dans la colonne d'eau et la précipitation de minéraux carbonatés dans les roches ou sur les roches. Donc le premier exemple que je vous montre, c'est que le volcanisme et l'hydrothermalisme des dorsales médio-océaniques produisent des nutriments qui sont essentiels à la vie dans les abysses. On a découvert ça, ou plus exactement, ce n'est pas tellement qu'on l'ait découvert, c'est qu'on s'est rendu compte de l'importance que ça a dans les années récentes, parce qu'on savait déjà que l'hydrothermalisme dégageait un certain nombre de minéraux. Alors il y a des éléments chimiques qui précipitent en formant ces édifices sulfurés, mais il y a aussi bien sûr des éléments qui partent dans ce qu'on appelle les panaches. Donc très rapidement, alors cet hydrothermalisme qui est responsable de ces processus, hein, c'est ce qu'on appelle l'hydrothermalisme des fumeurs noirs, qui est spécifique des périodes de forte activité volcanique au dorsal. Les dorsales sont le plus grand système volcanique terrestre, et comme tous les volcans, elles ont des périodes plus ou moins volcaniquement actives. Et quand il y a du magma pas trop profond, accessible par l'eau, eh bien, les circulations hydrothermales sont surchauffées, sont capables de lessiver les roches et ressortent sous forme de fumeurs noires. Juste sur cette vidéo, on voit donc ces fumeurs noirs. Hein. On voit ici des moules qui sont des moules qui ont une existence basée sur la chimiosynthèse. Elles sont en symbiose avec des bactéries et les crevettes qu'on voit ici aussi. Elles sont en symbiose avec des bactéries qui sont capables de fabriquer de la matière organique à partir de réactions chimiques prenant les éléments du fluide hydrothermal. Voilà. Et donc, pour continuer sur cet exemple, on sait maintenant, et je vous montre deux publications qui ont des jolies illustrations, et qui portent sur une expérience faite dans l'océan Pacifique entre le Chili et Papeete, hein, donc plus de 8000 km de long, avec des prélèvements d'eau à différentes profondeurs et à différents endroits, et qui ont pu montrer que les sources hydrothermales émettent du fer, hein, ce qu'on savait déjà, du manganèse, ce qu'on savait déjà, pardon, c'est dans l'autre sens, hein, et du zinc, ce qu'on savait déjà, mais par contre que ce fer, ce manganèse et ce zinc, ils ne retombent pas en pluie très proche des sources, ils sont entraînés dans la colonne d'eau, et en particulier dans cette partie de la colonne d'eau qu'on connaît très mal, hein, et en particulier dont on soupçonne qu'elle a un rôle pour la pompe à carbone biologique, hein, qui est la zone située autour de 3000 mètres de profondeur, jusqu'à ici, vous voyez, 4000 km de l'axe de la dorsale, est ensemencé en ces matériaux qui sont des nutriments essentiels à la vie et qui sont donc limitants pour la biosphère, hein, sont encensés par ici. Donc ça ouvre vraiment des perspectives pour comprendre s'il y a, dans certaines zones de l'océan, une pompe à carbone biologique plus active à cause des sources hydrothermales. Le deuxième exemple que je vous montre, hein, ça concerne donc les liens qui peuvent exister et qu'on connaît mal entre la pompe physico-chimique du carbone dans l'eau de mer et la précipitation de minéraux carbonés dans les abysses. Donc ça concerne ici des circulations hydrothermales qui sont de plus basse température et qui correspondent à des zones de dorsale où soit on n'a pas de magmatisme récent, soit on en a rarement eu, parce qu'il y a certaines zones de dorsale où on a une séparation des plaques essentiellement par des failles, par la tectonique. Et dans ces zones, les fluides hydrothermaux sont moins chauds, mais ils ont aussi un pH plus élevé. Et parfois, ils sont riches en calcium. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous savez tous que la capture d'ions carbonate dans l'eau de mer augmente son pH. Hein. Eh bien, en fait, ce système d'acidification, il est contrebalancé localement par les fluides hydrothermaux. Et ça a comme effet de faire précipiter des carbonates, dans la mesure où on a suffisamment de calcium. Donc c'est cette réaction-là. Et ce que je vous montre ici, alors ici la petite chose, c'est un ascenseur, ce qu'on appelle un ascenseur, c'est une benne, il y a deux bennes qui nous servent à mettre des outils
quand on fait des plongées avec les robots sous-marins ou avec les submersibles, on ne veut pas surcharger le submersible qui est parti parfois, le robot il peut partir pour 36 heures sur le fond, donc on va avoir beaucoup de manips et on a des petites bennes dans lesquelles on met des instruments qu'on peut revenir chercher et redéposer, etc. Et par malheur, cet instrument est tombé, donc on les largue depuis le bateau, et il est tombé en plein milieu, on va le voir revenir, en plein milieu d'une forêt de cheminées hydrothermales formées de carbonate de calcium. Pour certaines, celle-ci fait jusqu'à 35 mètres de haut, donc c'est assez important. Et vous voyez les parties blanches qui sont les parties dans lesquelles la réaction est en train de se produire. On ne le voit pas, le fluide, il sort très très lentement, mais il sort très lentement avec un pH plus élevé et ça fait précipiter le carbonate de l'eau de mer. Voilà. Et donc, voilà, ce type de circulation hydrothermale, en fait, il peut se poursuivre loin des dorsales jusqu'à environ 20 millions d'années et il représente certainement un puits de carbone très important qui est encore très mal connu. Et par simple logique, on sait qu'il va être modulé par la teneur de l'eau de fond en ion carbonate et par sa température, et que par conséquent, il va être en relation avec la pompe à carbone. La pompe à carbone physico-chimique. Donc là, il y a des interactions à étudier. Voilà. Donc la fin de mon exposé, en fait, les derniers slides, j'arrive à une conclusion. J'espère que je vous ai convaincu que les océans et leur tectonique des plaques sont une composante essentielle du système Terre, en prenant les exemples des cycles de l'eau et du carbone. Je pense aussi que c'est assez clair que mieux les connaître, c'est apprendre à mieux agir pour l'habitabilité de notre planète, d'accord? Donc mieux comprendre ces cycles, mieux comprendre comment tout ça fonctionne. La dernière partie de mon exposé, ce n'est pas des connaissances scientifiques supplémentaires, c'est une réflexion sur la manière d'exprimer les choses et ce que ça sous-tend de notre philosophie de l'environnement, en fait. Parce que quand on travaille sur l'environnement, on ne doit pas oublier qu'on est des humains avec des conventions et que donc la manière dont on va travailler sur l'environnement, et pour vous, la manière dont vous allez enseigner les sciences de l'environnement, ça dépend de votre philosophie générale voilà. Et donc j'ai trouvé que cette formulation personnellement, moi, me pose problème, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi et quelle alternative je pourrais proposer. Donc cette formulation, on l'entend souvent, et elle vous est souvent proposée quand, par exemple, on fait une intervention dans un média. Les journalistes veulent toujours mettre un titre qui va avoir la dernière frontière, qui va avoir le monde sauvage, enfin qui va avoir ce genre de termes un peu frappants. Et en fait, pour moi, je pense que la dernière frontière, c'est un terme qui est évocateur c'est évidemment évocateur de la conquête de l'Ouest américain, c'est aussi évocateur de beaucoup d'entreprises humaines depuis le XVIIe siècle et d'entreprises humaines des sociétés occidentales en particulier depuis le XVIIe siècle, qui sont des entreprises d'exploration et de découverte du monde, avec une compréhension de la nature et une appréhension de la nature qui oscille entre la fascination, d'accord, les mystères, la crainte. Le monde sauvage est terrible, les pauvres animaux qui doivent vivre dans ce monde sauvage, les pauvres, et puis évidemment l'avidité, tout ça, ça nous appartient, c'est des ressources. Et cette peinture me semble vraiment bien l'illustrer avec les bisons et les Indiens qui fuient devant l'arrivée des colons qui immédiatement mettent la terre en culture, font arriver le train, etc. et probablement font arriver les lois ou quelque chose. Et donc cette vision qui en même temps c'est intéressant parce qu'elle nous est présentée comme très rationnelle et on y est très habitué, on en est complètement imprégné. Je pense qu'elle est très émotionnelle en fait. Vous voyez que fascination, crainte et avidité, c'est des émotions. C'est des émotions qui en plus sont des émotions ambiguës qui ne peuvent pas mettre en position d'agir, qui ne peuvent pas qui peuvent pas vous donner de pouvoir, qui sont on va être un petit peu
tétanisé. Donc pour moi, c'est un positionnement qui est totalement extérieur à la nature, hein, d'accord, l'humain en tant que propriétaire éventuel de ses découvertes, et qui est fait de ses émotions ambiguës, fascination, crainte et avidité. Et je pense que pour pouvoir travailler sur le système Terre, hein, pour reconnaître, il faut qu'on change de positionnement, il faut qu'on adopte un positionnement qui n'est pas extérieur à ou propriétaire de la nature, hein, mais qui est comme cohabitant, donc cohabitant des autres usagers de la nature qui sont les autres êtres vivants, animaux ou végétaux, et qui vise, et dans lequel la recherche scientifique est absolument fondamentale, puisqu'elle peut nous aider à mieux comprendre, hein, comment tout ça fonctionne, pour mieux agir pour l'habitabilité de la planète. Et donc là, je vous ai mis 3 livres, hein, qui n'ont rien à voir avec les sciences de la vie ou de la Terre, hein, mais qui en même temps ont tout à voir, hein, qui m'ont beaucoup inspiré. Le premier est le plus facile, alors je ne sais pas si vous les connaissez. Donc le premier qui est le plus facile à lire est probablement celui-là, Habiter en oiseau, qui est un travail de philosophie des sciences ou d'épistémologie, et qui travaille sur le travail des ornithologues au fil des siècles, hein, et qui fait bien apparaître justement comment la recherche scientifique est guidée par les conventions de ceux qui la font. Le deuxième qui m'inspire beaucoup pour dire que pour cohabiter, il faut être diplomate et donc chercher à comprendre comment tout ça se comporte, c'est quasiment des citations de ce livre-là qui s'appelle « Les diplomates » de Baptiste Borisot, qui est un philosophe maître de conf à Aix-Marseille, et qui est un travail sur les loups, et sur la manière dont les humains peuvent cohabiter avec les loups, donc, qui me paraît tout à fait adapté pour réfléchir à comment on peut cohabiter avec l'ensemble du système Terre, en fait. Et le troisième, c'est un livre un peu extraordinaire qui est une revisite par un anthropologue et un archéologue de toute l'histoire de l'humanité, qui est un peu difficile à lire, surtout qu'il est écrit très très petit, mais qui m'a pas mal rasséréné, parce qu'en fait, il remet en question quelque chose qui est aussi très ancré dans nos esprits et dont je pense que pour être efficace dans les enjeux futurs de la recherche, il faut se débarrasser, qui est l'idée que cette façon de se voir dans la nature comme devant l'utiliser comme ressource, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, il faut vraiment faire usage, bien sûr, mais cette façon était inéluctable, qu'on l'avait héritée, qu'il y avait une espèce d'avancée inéluctable de l'espèce humaine depuis les débuts, où on pouvait se permettre d'être un peu utopique, hein, et puis vers le néolithique où tout le monde devenait réaliste, la nature était un ennemi à dompter, etc. Et en fait, il revisite l'histoire des sociétés humaines en nous montrant qu'il y a des sociétés non occidentales très, très évoluées qui ont existé avec des conceptions de la nature qui ne sont pas celles de nos sociétés néolithiques occidentales générales. Et donc, c'est utile de savoir que d'autres mondes sont possibles. Voilà, j'ai terminé.